Ah, bref, pour la vidéo, je vais peut-être l'enlever quand même. 1, 3, 5, 7, 9. Comment compléteriez-vous cette suite? Probablement par 11, non? Ça a l'air d'être la suite des nombres impairs. Qu'en est-il de la suite 2, 3, 5, 7, 11? 2, 3, 5, 7, 11, ça a l'air d'être la suite des nombres premiers, non? Auquel cas le suivant serait 13. Quid de M, cœur barre en dessous, 8, ce symbole bizarre et cet autre symbole bizarre? Là, c'est plus difficile. D'ailleurs, je vais vous laisser y réfléchir. Quid de cette suite 1, 2, 4, 8, 16? Si vous deviez compléter cette suite, comment la compléteriez-vous? Et puis, à quel point êtes-vous sûr de vous? Prenez un gâteau en forme de disque. Je vais maintenant mettre un point sur le bord du disque. Et tadam, le gâteau est en un morceau. Bon, ok, jusque-là, rien de très surprenant. Maintenant, je vais mettre un deuxième point sur le bord du disque. Et je vais donner un coup de couteau entre les deux points du bord du disque. Maintenant, le gâteau est en deux morceaux. Mettons maintenant un troisième point sur le bord du disque. Et je coupe encore une fois le gâteau le long des droites qui joignent ce nouveau point au point précédent. Désormais, le gâteau est en 1, 2, 3, 4 morceaux. Si je prends un quatrième point et si je coupe le gâteau encore une fois en joignant ce quatrième point au point précédent, je commence à avoir un gâteau qui ne ressemble plus à grand chose. Mais on peut compter ces morceaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc la suite des nombres de parts de gâteau, jusque-là ça fait 1, 2, 4, 8. D'après vous, quel est le nombre de parts que j'obtiendrai avec un cinquième point? Eh bien on peut ajouter ce cinquième point et donner les 4 coups de couteau qui le joignent au point précédent. Et on obtient ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 morceaux. Et là, il est quand même super tentant de dire que le sixième nombre de la suite sera celui qu'on obtiendra si on ajoute un sixième point et 5 coups de couteau. Et là, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 morceaux. Je n'en ai pas oublié un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Ça fait bien 31 et pas 32. Étrange, non? Oui, parce que vous avez probablement eu l'impression que la suite 1, 2, 4, 8, 16 était la suite des puissances de 2. Ou pour passer d'un nombre au suivant, on multiplie par 2. Et si c'était le cas, l'élément suivant de la suite devrait alors être 32 et non pas 31. Mais alors, quelle est la bonne façon de compléter la suite? Faut-il la compléter par 31 ou par 32? Ou peut-être par autre chose encore? À moins que ce genre d'exercice si courant dans les tests de QI n'ait en fait aucun sens. Quelle forme d'intelligence est vraiment mise en œuvre dans les tests de QI? Est-il rationnel de chercher à compléter une suite? Peut-on vraiment utiliser le raisonnement pour deviner le prochain nombre d'une suite de nombres? L'un des premiers à se rendre compte de la difficulté de ces questions est le grand philosophe écossais David Hume. En 1748, dans son formidable essai sur l'entendement humain, Hume fit la remarque importante que la logique ne permet pas de compléter de telles suites. Et ce ne sont pas les logiciens modernes qui le contrediront. La logique consiste à partir de fondements appelés axiomes et de règles dites de déduction pour ensuite calculer les conséquences des axiomes et des règles de déduction. Sauf que le problème de la complétion des suites n'est absolument pas un problème axiomatique. En fait, on ne connaît même pas les règles qu'il faut suivre. Elles ne sont écrites nulle part, en tout cas pas dans la suite. Hume fit remarquer qu'on avait là un problème différent de nature, un problème beaucoup moins bien défini, mais aussi et surtout un problème beaucoup plus important et pertinent en pratique. Bien souvent en pratique, si ce n'est en fait quasiment toujours, il faut regarder des données ou un exemple, et à partir de ces observations, il nous faut ensuite deviner les règles qui régissent ces données pour ensuite faire des prédictions sur le futur. Ce problème qui consiste à partir des observations pour inférer des règles, c'est ce que Hume a appelé le problème de l'induction. Et ça, c'est très certainement le problème le plus important des sciences. Oui, imaginez qu'au lieu de la suite 1, 2, 4, 8, 16, on considère une suite d'observations empiriques, par exemple les nombres de nouveaux cas confirmés de Covid-19 semaine après semaine. Faut-il alors chercher à compléter cette suite? Est-il rationnel de le faire? Ou du moins, y a-t-il des raisonnements corrects pour compléter la suite?
Tel un excellent mathématicien, Hume eut l'idée géniale de simplifier au maximum le problème de l'induction en prenant l'exemple du lever de soleil. Chaque jour, le soleil se lève. Ou plutôt, jusque-là, chaque jour, on a observé le soleil se lever. Mais ces observations passées suffisent-elles à prédire que le soleil se lèvera demain? Imaginons un observateur à Lausanne qui, tous les jours à midi, note 1 dans son carnet si le soleil s'est levé et 0 si le jour ne s'est pas levé. Son carnet ne contiendrait pour l'instant que des 1. Il aura une suite qui s'écrit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et ainsi de suite jusqu'à un 10 millième 1 si son âge approche de la trentaine. Mieux encore, s'il s'appuie sur des théories scientifiques, il pourra même imaginer que la suite de 10 000 1 est en fait précédée d'une suite de 1000 milliards de 1. 1000 milliards de 1 à la suite. Est-ce que ça vous donne envie de compléter cette suite par un autre 1 par hasard? On dit souvent qu'il ne faut pas faire de généralité, mais là quand même, non? On peut peut-être quand même ici généraliser cette suite de 1 et prédire que le prochain élément de la suite est aussi un 1, non? Enfin, si vous deviez parier, qu'est-ce que vous parieriez? Est-ce que vous parieriez que le soleil va se lever demain? Ou est-ce que vous parieriez contre cela? Mais surtout, quel raisonnement utilisez-vous pour compléter cette suite de 1? Quel algorithme utilisez-vous pour compléter cette suite? Et surtout, cet algorithme correspond-il à un raisonnement valide? Selon Hume, non. Votre raisonnement n'est pas valide. En fait, selon Hume, aucun raisonnement valide ne permet de conclure que le prochain élément de cette suite est un 1. Alors, vous pourrez quand même rétorquer que vous avez l'habitude de parier sur le lever du soleil, ou au moins sur d'autres choses, et que votre méthode pour parier a fait ses preuves. Autrement dit, vous pourriez dire qu'à chaque fois que vous avez utilisé votre algorithme de généralisation, au moins dans des cas où il y a 1000 milliards de données concordantes, vous avez fait la bonne prédiction, et du coup votre méthode paraît valide. Mais en fait, ceci revient à dire que si vous teniez un carnet de notes avec vos prédictions, si vous mettiez un 1 à chaque fois que votre algorithme prédictif voit juste et 0 sinon, alors vous auriez dans votre carnet de notes uniquement des 1, peut-être des milliers de 1 si vous pariez très régulièrement. Mais cela suffit-il à dire que votre algorithme d'induction est le bon algorithme et que sa prochaine prédiction sera elle aussi juste? Est-il possible de généraliser le succès d'un algorithme de généralisation? #méta. Ce problème aussi a été identifié par Hume et il l'a qualifié de problème de méta-induction. Et ce problème de la méta-induction a de quoi donner le tournis. Il semble aussi et surtout montrer qu'au bout d'un moment, il va nous falloir poser des bases à l'induction et accepter au moins certains principes pour s'accorder plus ou moins sur le degré de validité d'un algorithme d'induction. Et justement, probablement grâce à l'influence d'un géologiste appelé James Hutton, Hume introduisit un principe qu'il considéra incontournable pour justifier la généralisabilité d'une induction. Ce principe est appelé le principe d'uniformitarisme de la nature, qu'on appelle aussi parfois le principe de régularité, et qui postule une similarité entre le passé, le présent et le futur, une persistance de certaines lois de la nature. En vertu d'une telle uniformité du monde, il semble alors justifiable de penser qu'il est possible, ou disons acceptable, de généraliser en partie le passé. Au passage, l'influence de la géologie sur Hume me fait dire que la géologie n'est pas une science. C'est bien plus que ça. C'est une vocation, c'est une philosophie, c'est une grammaire, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est une fille. Félicitations, nous l'appellerons pédiluve. Plus sérieusement, le cas de Hutton, mais aussi d'autres géologistes comme Charles Lyell qui a inspiré Darwin ou Hal Jeffreys qui s'est opposé à Fisher, tout ça me fait dire que peut-être grâce aux particularités de leur discipline, les géologues ont souvent eu une ère géologique d'avance sur l'épistémologie de leurs contemporains des autres sciences. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le mot calcul signifie caillou en latin. Bon, en fait, si, c'est sans doute un accident plutôt qu'autre chose. Mais bref, revenons à nos cailloux. Hume, donc, suggérait ainsi l'existence de lois de la nature qui sont invariantes à travers le temps. Ok, soit. Mais ça ne nous avance pas tant que ça. Quelles sont ces lois de la nature? Et surtout, comment les déterminer? Avant de répondre directement à cette question, il est peut-être utile de d'abord envisager tous les candidats possibles à être des lois de la nature. Quelles sont les choses qui pourraient correspondre à des lois? Eh bien, historiquement, les lois en général correspondent à des instructions à suivre pour déterminer le jugement des citoyens d'un pays. Et oui, cette formalisation des lois est ce qui permettait de garantir autant que possible le principe d'égalité procédurale, c'est-à-dire le fait que la loi s'applique de la même manière pour tous, indépendamment des biais implicites ou explicites des juges humains. Or, des instructions à suivre, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler des méthodes, des recettes, des procédures ou encore dans le langage de l'informatique, des algorithmes.
D'ailleurs, le mot algorithme n'est autre que le nom européanisé de l'un des plus grands juges de l'histoire, Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, qui est aussi un géant des mathématiques et surtout le père fondateur de l'algorithmique. Al-Khwarizmi, algorithme, Al-Khwarizmi, algorithme, ouais, c'est le même mot. Ainsi, l'algorithmisation de la loi, c'est une solution qui fut trouvée par les hommes de droit pour garantir l'uniformitarisme de la justice pour différents suspects, tout comme l'algorithmisation des lois de la nature fut une solution pour formaliser leur uniformitarisme à travers le temps et l'espace. Une autre façon de voir l'importance de l'algorithmique pour le principe d'uniformitarisme, c'est de se rendre compte que dans toutes les suites qu'on a considérées, notamment 1, 2, 4, 8, 16, les données semblent suivre des règles, comme par exemple la multiplication par 2. Or, ces règles, ce sont en fait des règles de calcul, et les règles de calcul, ce sont des algorithmes. Allez, juste pour enfoncer un peu plus le clou, dans l'épisode 28, on avait vu que les logiciens Per Martinov et Gregory Chaitin ont postulé que le hasard pouvait être défini comme l'absence de règles de calcul. Dit autrement, ce qui permet de rendre les choses prévisibles, ça semble être l'existence d'un algorithme qui régit au moins partiellement les données. Ainsi, en vertu du principe d'uniformitarisme, il semble que pour généraliser une suite de nombres, il faut en fait trouver un algorithme qui génère cette suite de nombres. Et c'est sans doute en appliquant plus ou moins consciemment ce principe que vous avez été tenté de compléter la suite 1, 2, 4, 8, 16 par 32. Ok, mais comment trouver l'algorithme qui génère cette suite? Et que faire s'il y a plusieurs algorithmes qui génèrent une suite, mais si ces algorithmes effectuent des prédictions différentes pour le prochain élément de la suite? Quel algorithme faut-il suivre pour identifier les algorithmes qui expliquent les données et pour ensuite prédire le prochain élément de la suite? Comment compléter la suite 1, 2, 4, 8, 16? Même si Hume n'admet la rationalité d'aucun principe, il reconnaît toutefois que certaines approches pour généraliser à partir des données empiriques semblent plus correctes que d'autres. Et parmi elles, Hume insiste sur l'importance du raisonnement probabiliste. Alors, la relation entre Hume et les probabilités est assez étrange. Hume semble considérer que l'utilisation des probabilités reste irrationnelle, tout en considérant que certaines utilisations sont plus correctes. Bon, tout ce que je dis là est assez confus. Ah, si seulement on peut avoir une référence plus claire et plus solide à ce sujet. Ah bah tiens, le livre de Monsieur Phi, que dit-il? Tout en soutenant qu'attribuer des probabilités à des propositions empiriques restera ultimement irrationnel, Hume semble par ailleurs admettre qu'il y a des façons plus ou moins correctes, à défaut de dire rationnelles, de distribuer ces probabilités. Bon, je suis pas sûr que c'était plus clair, mais au moins maintenant ça vient d'un philosophe. Pour clarifier la vision de Hume, il est peut-être utile de remplacer le mot probabilité par le mot incertitude. Après tout, ce qui nous retient de compléter la suite 1, 2, 4, 8, 16 par 32 sans hésitation, ce n'est pas une probabilité intrinsèque à la suite 1, 2, 4, 8, 16. La raison pour laquelle on ne peut pas être sûr à 100% semble avoir davantage à voir avec l'incertitude que nous avons sur le fait que cette suite est la suite des puissances de 2. Pour résoudre le problème de l'induction, il semble important de répondre à la question à quel point est-ce que nous sommes confiants en le fait que la suite que je vous ai donnée est régie par la multiplication par 2. Quelle est notre crédence en une complétion par 32? D'ailleurs, même dans le cas du lever du soleil, il semble persister au moins une très légère incertitude sur le fait qu'une suite de 1000 milliards de 1 doit se compléter par un 1. Après tout, même en mathématiques, il existe des cas où une suite de 10 puissance 42 données concordantes finit par ne plus être concordante. Et d'ailleurs, ce cas est extrêmement étrange. Quand il s'agit d'induction, il semble ainsi critique de développer un langage qui repose sur l'incertitude et qui permet le raisonnement avec l'incertitude. Or, il se trouve que le langage du bayésianisme est essentiellement le seul qui y arrive de manière cohérente, comme l'affirme notamment le merveilleux théorème de James Cox, qui mériterait une vidéo à part entière. S'il connaissait les détails de ce langage bayésien, peut-être que Hume le qualifierait de correct. En tout cas, j'adorerais en débattre avec lui. Quoi qu'il en soit, même s'il n'utilisait pas ces termes anachroniques, Hume semble considérer que l'algorithmique et le raisonnement avec l'incertitude semblent toutes deux critiques au problème de l'induction. Et ça, c'est en fait sacrément visionnaire. Il faudra attendre encore plusieurs décennies pour qu'un Thomas Bayes hésitant, suivi d'un Pierre-Simon Laplace lumineux, Laplace, en vienne à enfin poser les fondements des mathématiques de l'incertitude applicable à l'induction.
Quant à l'algorithmique, ce ne sera que 2 siècles plus tard, suite aux travaux d'Alan Turing notamment, que les mathématiques du calcul furent enfin posées et comprises. Et il faudra encore un demi-siècle pour qu'un très grand génie réussisse enfin à combiner l'algorithmique et le raisonnement avec l'incertitude, comme Hume l'avait envisagé au milieu du XVIIIe siècle. Et ce très grand génie, c'est un certain Ray Solomonoff, dont on va beaucoup parler dans les épisodes à venir.